On est tombé sur une étude qui avait confié à Ipsos le soin d'enquêter auprès des chefs d'entreprise et de leur dire combien de temps il leur manque quotidiennement. Et donc ils sont arrivés avec ce chiffre 3h18. Il manque 3h18 par jour. Par jour, moi je pensais que c'était par semaine. Non, par jour. Ah, par jour. À cause de l'administratif, de tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Je me suis dit que ça serait une bonne idée, puisqu'on est là pour faire gagner du temps, d'appeler la société 3h18. Il y a beaucoup de choses qui vont être impactées par l'IA, qui arrivent très vite dans le monde des entreprises. On va suivre cette évolution, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et évidemment, comme toutes les transitions, il va falloir vivre à la fois avec les outils du futur, et puis il y aura encore des clients qui seront avec la boîte à chaussures. Nous, on adore les transitions de toute façon, parce qu'on sera là pour accompagner tout le monde. Ceci dit, si on laisse le chef d'entreprise faire tout ça, faire les dossiers d'alternants, déposer ça dans les OPCO, faire les contrats de travail, ils ont besoin d'être sur le terrain, ils ont besoin de gagner du business, ils ont besoin de s'occuper des choses importantes. Et c'est là où nous, on intervient pour quelques heures par semaine ou quelques jours par semaine. L'admin, c'est pas que l'admin de l'entreprise, c'est parfois aussi des sujets qui concernent son couple, son foyer, ses projets personnels, ses déplacements, sa vie privée, etc. Et on a de plus en plus d'office managers qui navigue entre les deux en fait. Et ça aussi c'est quelque chose de nouveau qui se développe. On s'est un peu agrandi dans l'Île-de-France, puis on a ouvert Lyon avec une agence, puis le Grand Sud, et voilà. Et maintenant on a maillé tout le territoire. Dans cet épisode de Dynamic Talk, on va parler externalisation de tâches administratives, mais pas que. Comment récupérer du temps quand on est chef d'entreprise? Marc Levernois de la société 3h18 va nous expliquer comment déléguer de manière efficace et rentable certaines tâches ou postes. On verra ensemble que si vous êtes en hyper-croissance ou si vous avez des besoins spécifiques ponctuels, comment le confier à un expert qui va venir dans votre entreprise quelques heures ou quelques jours par semaine. Un sujet important pour toutes les personnes dans l'entrepreneuriat, comment se dégager du temps pour piloter votre activité et avoir un réel impact sur votre développement. Et avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like, un abonnement, 5 étoiles et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Dynamic Talk. Aujourd'hui, je reçois Marc Levernois de 3h18. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler aujourd'hui de gestion administrative, de gestion d'entreprise. Et on va commencer sans plus tarder par le générique. Alors aujourd'hui, on parle administratif. Spoiler alerte, Marc, on se connaît. Tu m'as fait travailler au lancement de ta société. Oui, c'est vrai. Et après, on a rebossé ensemble. Et après, je suis devenu client de 3h18. Et du coup, je suis en bonne position voilà, pour donner mon avis, pour avoir ton ressenti. Et je suis sûr que tu es quelqu'un de très précis dans ton travail. Et tu apportes un service de qualité. Et 3h18, raconte-nous un petit peu comment ça a commencé, quelle est la genèse de 3h18 ? Alors 3h18, moi j'étais dirigeant pendant 20 ans de sociétés, de PME, de SN, beaucoup dans le digital. Et à un moment donné, je me suis posé la question, j'avais envie de monter une société. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver comme service aux entreprises, un peu d'innovant. Voilà, j'avais des idées et puis j'en ai parlé à un expert comptable, puis à des copains entrepreneurs. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un pain point, une vraie douleur dans les petites entreprises, c'est l'administratif. Alors on pourrait se poser la question, et je me suis posé la question avec tout le digital, avec tous les logiciels qui arrivent, on pourrait se dire, finalement, tout ça, ça va disparaître. La réalité, quand on va vraiment regarder de près, et en particulier quand on quitte les grandes villes, quand on quitte les incubateurs, quand on ne va pas voir que des startups, mais qu'on va voir le poumon économique de la France, qui sont ces très belles petites entreprises qui font entre 500 000 euros et 5 ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, on se rend compte que l'administratif, la gestion, les ressources humaines, les recrutements, la facturation, le recouvrement, et toutes ces fonctions support, ça prend du temps, ça gratte le chef d'entreprise. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, comment trouver une place entre d'un côté le monde digital, l'autre côté le salariat, où la machine à recruter est un peu cassée dans les petites entreprises. Et j'ai eu envie de créer un nouveau concept qui est l'externalisation des fonctions support dans des modalités beaucoup plus flexibles que le salariat, et puis avec un scope très large pour aider les entreprises. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que je suis devenu client. Et c'est vrai que le prisme parisien
start-up, ça fausse un peu peut-être le jugement où on se dit que toutes les boîtes sont ultra équipées, digitalisées. Mais alors ça doit être 2-3% des sociétés. Exactement. Avec des entrepreneurs assez jeunes ou moins jeunes, mais qui ont une affinité tech vraiment très poussée. Et la réalité des TPE, des PME, c'est vraiment toujours de se dire souvent on est sous l'eau et du coup on a du mal à gérer cette partie-là. Moi par exemple, j'exploite ma famille pour en faire une partie. Je pense que ça arrive assez souvent. J'ai rencontré d'autres boîtes comme ça. Je me souviens. Ton père, c'est ça ? Exactement. Voilà. Faut pas trop qu'on en parle là. Si l'URSSAF nous écoute, il n'est pas déclaré. Ouais. Mais et j'ai rencontré d'autres boîtes aussi où pareil, les parents venaient donner un coup de main en fait sur certaines parties. Bien sûr. Et les femmes, toi, en fait, les épouses. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, tu sais, chez les artisans, aujourd'hui, le samedi après-midi, la gestion, la trésor, les relances, c'est fait l'après-midi sur la table de la salle à manger avec les enfants qui tournent autour. C'est quand même très très souvent le cas, y compris dans des entreprises. Dans la restauration aussi, le jour où c'est fermé. Dans la restauration, bien sûr. On a fait une fois un shooting en fait dans un lieu, dans un restaurant, et c'est vrai que la journée off, il avait sa pile de factures qui traitaient. Je me suis dit, waouh, déjà ils bossent beaucoup en semaine. Exactement. Le dimanche, j'ai remis le couvert avec la... Donc moi, voilà, c'est ces gens-là que j'avais envie d'aider. Et de fil en aiguille, la société s'est développée dans des sociétés plus grandes, sur des métiers peut-être aussi... sur des services, tu vas nous expliquer un peu plus divers que ce que tu avais pensé au début. Exactement. Parce que quand on lance une société, on a une idée, on a identifié un pain point, quelque chose auquel on peut répondre, et après... Au fil de l'eau, on évolue. Mais moi, je voudrais quand même revenir à cette idée de l'administratif, parce que normalement, en France, on déteste l'administratif. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu déléguais beaucoup quand tu gérais tes sociétés avant? C'était quelque chose que tu faisais un petit peu aussi ou pas du tout? Alors, moi, j'ai eu la chance de gérer des sociétés où il y avait vraiment du monde. Mais très vite, j'ai réalisé que les fonctions support, on dit souvent, tu sais, les fonctions support, c'est pas stratégique. Ce qui est stratégique, c'est les commerciaux, et puis c'est la production. En fait, je me suis rendu compte très tôt que quand la facturation ne sortait pas en temps et en heure, quand le recouvrement ne se faisait pas, quand la gestion de la relation client n'était pas bonne, effectivement, ce n'est pas stratégique, mais ça devient un vrai problème. Et donc, je me suis intéressé à ces personnes qu'on retrouve dans les entreprises, et j'ai réalisé que c'était difficile de les recruter, difficile de les attirer, de leur proposer un plan d'évolution dans une petite entreprise. Et puis souvent, dans les petites entreprises, on n'a pas de quoi les faire travailler à plein temps. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à plein temps. Et donc, c'est ce créneau qui a été le point de départ. Et moi, l'administratif, je ne suis pas averse à l'administratif. T'es quelqu'un plutôt bien organisé? Je suis plutôt organisé, mais c'est vrai que j'aime pas non plus quand ça me prend trop de temps et quand ça m'empêche de faire ce pourquoi vraiment je suis fait. Et c'est ça, je pense, le leitmotiv de tous mes clients, c'est que tous les patrons de boîte sont plus ou moins organisés. Par contre, quand l'administratif leur prend du temps qu'ils pourraient dépenser à développer leur entreprise, à faire du management, à faire du marketing, à réfléchir, à développer la société du point de vue commercial. Voilà. C'est là où c'est dommage. Et c'est là où ça les tire un peu vers le bas. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de soutenir en fait cet effort et d'apporter ma petite contribution au développement du monde des PME en France. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon concept. C'est vraiment c'est assez génial parce que, comme je l'ai dit, moi, je l'ai utilisé. Ça m'a beaucoup servi. On en reviendra tout à l'heure. On en parlera un peu plus précisément. Mais est-ce que je me demandais là, l'actualité fait que Macron a récemment parlé de simplification administrative. Alors moi, j'ai débuté mon entreprise il y a 8-9 ans et je me rends pas compte s'il y a une augmentation de la paperasserie. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs à faire quand tu emploies des personnes, quand même des fois tu découvres des organismes que tu n'avais jamais vus après 2 ou 3 ans d'activité qui te demandent de l'argent, qui débarquent comme ça en disant t'es une ordure, t'es un mauvais payeur. Tu nous dois tant. Et oh là, mais attends, je vous ai jamais vu. Déjà, il y a quand même tout ce qui est pris en charge par les experts comptables. Donc là, on est quand même très bien entouré quand on a un bon expert comptable. Après, il peut y avoir des oublis ou il y a tellement de métiers spécifiques aussi que. Alors il y a tout le reste. Et pour répondre à ta question, je dirais que oui, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées. Toutes les formalités, on peut les faire en ligne maintenant, la plupart d'entre elles. Mais est-ce que c'était pas plus simple peut-être avant, où il y avait la fameuse boîte à chaussures, où tu faisais rien? Tu empilais les papiers et finalement tu les donnais à l'expert comptable. Alors c'est un peu le paradoxe, parce que c'est vrai que quand on regarde la digitalisation, finalement,
où est-ce que la charge de travail a été reportée. Si je prends l'exemple des experts comptables, avant, il y avait la boîte à chaussures et puis la comptabilité était faite en mode boîte noire par le cabinet. Aujourd'hui, c'est à toi de scanner tes pièces, c'est à toi de les imputer ou en tous les cas de mettre des tags pour savoir dans quel compte ça va aller. D'accord. La digitalisation nous fait bosser parfois plus qu'avant en fait. Donc ça, c'est quand même un petit paradoxe. Bon. Maintenant, il y a quand même un revers positif à la médaille, c'est que le fait de faire ça fait que l'entrepreneur a ses chiffres beaucoup plus tôt. Donc la boîte noire, tu avais ta compta et ton résultat 3 mois plus tard. Si tu faisais pas un fichier parallèle à côté, là, c'était un peu dans le... Tu étais dans le noir. Ouais, ça c'est vrai. Là, tout ça a été fait pour que ton résultat mensuel, qui est quasiment ton PNL, on va dire, du mois, tu l'ais parce que les données ont été scannées. Tu peux avoir le 10 ou 15 et donc tu vois tes courbes de trésor, tu vois ton chiffre d'affaires, tu vois ta marge beaucoup plus vite. Mais ça te prend quand même énormément de temps en fait à faire. Si tu veux le faire bien en fait, je trouve. Si tu veux vraiment bien traquer dans tes outils, bien sûr. avoir un reporting parce que clair. tu vas vouloir séparer tes coûts commerciaux, tes coûts marketing, tes coûts communication. Projet. Donc les factures, il faut que tu prennes du temps à dire ok, cette facture elle va aller à droite, celle-là à gauche, celle-là dans ce plan comptable. Et c'est là finalement où, pour répondre vraiment à ta question, le digital, on se rend compte que oui, il fait gagner du temps. Parfois il déporte du travail là où on pensait qu'on allait en gagner. Mais il reste quand même des choses à faire et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise de PME n'ont pas envie eux-mêmes de s'en occuper. Et un tout petit instant, juste avant d'aller plus loin, si vous avez déjà appris à travers ce contenu des choses, je vais vous demander juste de liker et de vous abonner. C'est une grosse aide pour la chaîne et c'est gratuit. Allez, je vous embête pas plus, on retourne au podcast. Et donc, il y a un moment donné où on a envie de le déléguer, même si on a un outil de gestion, même si on a un CRM, on n'a pas envie de rentrer les données soi-même. Son rapprochement bancaire toutes les semaines, même si ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure, on a envie de le confier à quelqu'un. Les factures, on a plutôt envie que quelqu'un s'en occupe, même si on n'a que 30 factures par mois. Les relances, c'est toujours ça, on peut le faire, bien sûr. Moi, j'ai toujours considéré que le meilleur assistant administratif pour faire des relances, c'est le chef d'entreprise. Ah ouais, moi, au contraire, je préfère que ce soit une personne tierce, en fait. Ah ouais. Que ce soit pas le contact direct, on va dire, mais c'est vrai que chacun a son style. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir quelqu'un d'autre, parce qu'on peut faire un petit jeu de... des points de friction. Je vais demander à mon patron s'il est d'accord, mais dans la réalité, celui qui connaît ce qui a été vendu, c'est le chef d'entreprise. Donc lui, il va aller très vite trouver les bons arguments sur « Attendez, je vous ai envoyé le bon de commande là. Effectivement, ça a changé depuis, mais vous avez reçu une proposition. » Donc, ceci dit, si on laisse le chef d'entreprise faire tout ça, faire les dossiers d'alternants, déposer ça dans les OPCO, faire les contrats de travail. 10 mois après, renvoyer un papier, donné, signer. Voilà. Et la réalité, c'est que ils ont besoin d'être sur le terrain, ils ont besoin de gagner du business, ils ont besoin de s'occuper des choses importantes. Et c'est là où nous, on intervient pour quelques heures par semaine ou quelques jours par semaine. C'est ça qui est top, c'est que c'est à la carte, tu vas nous l'expliquer un peu plus en détail. Et j'ai envie de parler d'externalisation de ces métiers, c'est-à-dire que est-ce qu'avant c'était quelque chose qui n'était pas du tout externalisé? En fait, le chef d'entreprise était sous l'eau et il n'y avait pas de service comme ça. C'est vraiment avec l'avènement du digital où tu as pu créer cette société, parce qu'avant c'était peut-être pas faisable il y a 15 ans par exemple. Ça se faisait pas parce que déjà il y a eu quand même toute la vague du freelancing qui a permis à des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs ou des gens qui montaient leur société. Avant auto-entrepreneur, je pense que c'était impossible. Ouais. Ensuite, il y a les entreprises se sont habituées à travailler avec des consultants informatiques. C'était les premiers à vraiment se mettre en indépendant. C'est sûr. Donc on a externalisé l'informatique, le conseil, puis le marketing, beaucoup. Beaucoup de consultants marketing travaillent même pour des grandes entreprises. D'agences. Et je pense que là, on arrive à une autre étape, c'est les ressources humaines, la paye, l'administratif et la gestion. J'ai l'impression que le DAF, ça a été peut-être un des premiers métiers un peu stratégiques qui a été partagé, parce que c'est vrai qu'un DAF, je pense que c'est à plusieurs millions d'euros, où tu as vraiment besoin d'un DAF à temps plein, et tu n'as peut-être pas forcément ces chiffres-là, mais tu as quand même sûrement besoin de quelqu'un qui va t'aider à piloter toute cette partie-là.
Oui, tout à fait. Les DAF, les DRH, les directeurs commerciaux, soit en transition, c'est-à-dire pendant des périodes définies, de 6 mois, un projet, un rachat d'une entreprise. Moi, j'ai un client qui a fait appel à nous pour une DRH parce qu'il fallait fermer des usines. Voilà, on a pris une DRH pendant 8 mois qui était spécialiste de la négociation avec les syndicats, qui savait gérer ce genre de situation à plein temps pendant 8 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le management de transition. Ça s'est beaucoup développé depuis 5 ans. Et ce sont des cadres expérimentés qui acceptent et qui ont même envie de travailler comme ça pendant des missions ponctuelles. C'est une belle mission. Enfin, je pense que c'est un challenge et ça doit les intéresser plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu de routinier. Et alors là, je comprends que c'est, on va dire, c'est toute ta partie un petit peu pompier. C'est ça, chez 3h18, comme moi par exemple, qui t'appelle désespéré parce que je dois boucler et que j'avais la tête sous l'eau. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, c'est une grosse partie. Souvent, ça arrive en particulier pendant les moments comme en ce moment, les moments de clôture de bilan. Donc on a des entreprises, là on avait un architecte qui était sous l'eau, qui avait des appels d'offres, qui avait de la facturation en retard, qui avait des relances, qui devait déposer ses documents dans Chorus Pro, tu sais, la plateforme des marchés publics. C'est une horreur. Ah oui, alors ça, si t'es pas accompagné, ou si t'es pas si tu sais pas faire, ça c'est... Donc là, voilà, il fallait. Ça vous faites aussi, alors, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, nous, on fait tout ce qui gratte, tout ce qui prend du temps, tout ce qui empêche le chef d'entreprise de se concentrer sur ce qu'il aime. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, pompier. Et c'est vrai que quand moi, j'ai eu affaire à tes services, du coup, j'ai beaucoup apprécié parce que, alors, tu es hyper disponible, tu réponds hyper vite et c'est vraiment, ça sent que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important dans ta société où des fois, tu sais, on a des demandes et du coup, tu attends une semaine, tu dois relancer la personne pour avoir une réponse. Alors ça, je sais pas si c'est franco-français, faut pas trop que je casse du sucre sur la France, mais des fois, quand tu veux dépenser de l'argent, il faut relancer les gens. Ça me paraît assez improbable, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et toi, quand on t'appelle, tu réponds tout de suite et tu as un large panel en fait, de personnes maintenant dans ton réseau, de personnes que tu emploies. Et du coup, ce qui est génial, c'est que je trouve que tu arrives vraiment à répondre très très vite. Et si c'est pas possible, j'ai l'impression qu'en 24-48 heures, ça va devenir possible en fait. Et ça, c'est quelque chose, une exigence que tu t'es imposée dès le début, quand tu as lancé le concept. Quand tu lances une société, tu choisis ce sur quoi tu as envie de te différencier. Donc, soit tu te différencies sur ton offre en tant que telle, qui est toujours possible, soit tu te différencies sur ton positionnement prix, soit tu te différencies sur la façon dont tu as délivré ton service. Et dans la façon, on le voit que quand on te contacte aussi. Par contre, c'est ça qui peut être un peu frustrant parce qu'on peut se dire est-ce que je vais le contacter, est-ce qu'il est bien? Et à partir du moment où je pense qu'on te contacte, je pense qu'après là on est rassuré tout de suite. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facilement identifiable. Mais c'est vrai qu'il y a un frein, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question est-ce que je fais bien de confier mon ADV à 3h18 plutôt que de recruter mes chiffres, ouvrir le serveur. Il se pose la question de la confidentialité. Donc on répond à toutes ces questions, on argumente, on explique, et c'est aussi ce qui fait qu'on a aujourd'hui quand même un beau développement. Mais pour revenir à ton premier point, le fait de répondre vite, de faire un diagnostic dès le premier entretien que moi je fais, et de pouvoir sous 24 heures recevoir un devis, et en général sous 48 heures de démarrer. C'est une façon de se différencier. Voilà. Et ça rassure parce que les gens se disent ok, on est dans une boîte, c'est processé, c'est cadré, et c'est quand même important parce que c'est ce qu'on vend à nos clients. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison, t'es peut-être le premier cordonnier qui est très bien chaussé. Tu vois, c'est vrai que c'est pas souvent le cas, mais c'est vrai que t'as entièrement raison. Et je pense qu'après, moi j'ai eu le ressenti vraiment stupide de me dire pourquoi j'ai attendu si longtemps. En fait, tu sais, on attend. Mais c'est puis difficile. On t'appelle et après, c'est tout de suite. Déléguer ce qui est le plus important, c'est-à-dire ta boîte, ce que tu as mis du temps à construire, la relation avec tes clients. Tu te dis, mais les avocats, par exemple, quand on commence à faire de la facturation pour le compte des avocats, c'est les pires. Les avocats, c'est ceux qui s'imaginent que la facturation, c'est nucléaire pour eux. Alors qu'en fait, n'importe quelle entreprise, une facturation, c'est important. Société de conseil, c'est pareil. Toi, tes factures, tu fais attention. Parce que ça véhicule l'image de marque de ton service. Ça, c'est vrai que je l'ai bien processé avec des outils CRM, tout ça, parce que ça met tout de suite en confiance et ça impose
une sorte de respect. Tu as un projet, il faut l'avance, il faut payer, il faut signer. Tu as la facture, le contrat. Et puis tu as des factures compliquées. La facture d'un avocat, c'est un peu comme la facture dans un bureau d'études, tu vas facturer à l'avancement aussi. Oui. Donc il faut que tu aies le retour, il faut traquer, il faut que tu aies des timesheets, il faut que tu aies des petits logiciels qui te disent où tu en es dans l'avancement. Dans les marchés publics, c'est encore plus compliqué pour les bureaux d'études et les architectes. Donc voilà, nous, on va s'adapter à tous ces process, mais je comprends que ce soit difficile de déléguer parce que c'est précieux et on a mis du temps à construire son entreprise. Si tu as le budget. Franchement, je vois pas, à part un frein mental un peu bête, mais à partir du moment où tu as le budget, je pense que c'est hyper important de déléguer toutes les tâches chronophages qui n'ont pas de valeur ajoutée pour toi dans le développement de ta société, en fait. Parce que... Et puis avoir un regard neuf aussi. Ouais. Tu vois, c'est important parce qu'on a eu pendant 10 ans l'habitude de faire d'une certaine manière, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, attendez, le recouvrement, là, on va faire différemment. Ouais. On va rapprocher votre bon de commande avec votre bon de livraison. Et on va directement relancer, on ne va pas attendre l'impayé, on va tout de suite relancer, par exemple. On va tout de suite passer un petit coup de fil pour être sûr que le client il a bien reçu sa facture. Rien que ça, vous allez passer une demi-heure, 3/4 d'heure par mois, entre guillemets perdu, mais vous allez augmenter du temps bien investi, extrêmement rapidement le recouvrement, la remontée de cash. C'est la deuxième partie, en fait, où toi, tu vas analyser les besoins et tu vas donner du conseil. En fait, là, il y a la partie pompier. On t'appelle, voilà, c'est les urgences. C'est les urgences. Et après, il y a la partie vraiment opérationnelle dès le début. Et même nous, on l'a eu dans les conseils, en fait, dans la manière dont on nommait les fichiers, on n'intégrait pas le montant, on nommait les fichiers, mais on n'intégrait pas le montant. C'était une très bonne idée. Enfin, il y a toute une partie là où vous allez avoir une sorte d'audit, en fait, que tu vas faire, vous allez faire avec vos équipes. C'est ça. Et après, vous allez arriver à faire plus ce qu'on vous a demandé, en fait, finalement. On va essayer d'embarquer dans notre travail des méthodes, en fait. Donc, des choses qu'on peut améliorer. Alors, parfois, il n'y a rien à faire, tout est déjà nickel. Et puis parfois, on va faire des petites choses, le nommage des fichiers. Dans le processus, on va regarder comment les choses sont faites, on va stocker les informations à un certain endroit, on va coordonner les différentes parties prenantes. Et puis, on va proposer, dans certains cas, des logiciels. Parfois des logiciels gratuits, parfois des logiciels qui sont des partenaires et qu'on a eu l'occasion de tester. C'est pour ça qu'on a tendance, nous, à dire que voilà, on va, dans une entreprise, on peut agir de 3 manières. Déjà la bonne personne, au bon moment, dans le bon format. Ensuite, les méthodes. Et puis ensuite, l'automatisation, la digitalisation. Donc, c'est les 3 leviers pour intervenir dans ces 3 aspects. Voilà. Parce qu'aussi, je pense que la personne qui intervient, qui vient d'après 3h18, elle a envie de retrouver son process. Et je vous interromps un tout petit instant encore. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail. Et surtout, si vous voulez voir d'autres épisodes. Les gens qui interviennent, ils connaissent les bons process. Et du coup, je pense qu'ils ont envie d'amener cette valeur ajoutée, parce que même eux, dans leur travail, ça va aller plus vite, en fait, s'ils l'appliquent. Donc, quand ils l'ont fait 5 fois, 10 fois, 15 fois déjà, dans une autre entreprise similaire, puisque nous, on va vraiment essayer de faire matcher non seulement des compétences techniques, faire de la facturation, du recouvrement, avec un secteur d'activité dans le monde des architectes ou des avocats, et en plus en utilisant un certain logiciel. Donc on va matcher tout ça, mais la personne, elle va arriver avec tout son background, et donc elle va essayer d'apporter les bonnes pratiques qu'elle a pu observer ailleurs, et elle va le proposer au chef d'entreprise, et s'il l'accepte, du coup, ça met l'entreprise tout de suite en mouvement grâce à la personne qui est là, peut-être parfois juste une demi-journée par semaine, mais on va quand même améliorer les process. Ok. Et ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que tu permets aux gens de venir chez nous sur site, en fait, et ou de l'avoir en mode, on va dire, à distance, hybride, et ça, je trouve ça génial aussi, parce que du coup, maintenant, 3h18, c'est un maillage complet dans toute la France pour pouvoir comme ça répondre aux besoins des gens. Exactement. Alors on a commencé, quand on s'est connus en 2019, j'avais pas encore de clients. Les premiers clients, on les a gagnés autour de nos bureaux dans les Yvelines. Oui, en Ile-de-France. En Ile-de-France. Puis ensuite, on s'est un peu agrandi dans l'Ile-de-France. Puis on a ouvert Lyon.
avec une agence, puis le Grand Sud. Et voilà. Et maintenant, on a maillé tout le territoire. On est capable de travailler à Rodez, à Roubaix. Du coup, alors, ça fait 5 ans 4 ans. Pile 4 ans. On a commencé en mars 2019. Ça a beaucoup bossé du coup. Et c'est vrai, pour la petite anecdote, tu as commencé la société et dès le début, moi j'ai beaucoup aimé ton projet parce que tu avais une volonté vraiment de commencer fort avec du contenu vidéo, un site web vraiment qui dépote, carré, et du coup, bam, le lendemain, Covid. Je crois que je viens tourner chez toi le vendredi. Ouais. Le lendemain, le confinement est annoncé. Ouais. Et 4 ans après, tu as fait tout un maillage. J'ai vu passer un post LinkedIn, parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux, on en reparlera, mais un post où tu disais que là, vous en avez à 700, 800 clients par an. Ouais. Et là, vous espérez du coup passer les 1000 clients en 2024. Donc, ouais, c'est une belle histoire. C'est vrai qu'avec le Covid, ça a accéléré en fait l'obligation d'acquérir des clients. Et, puis, voilà. Et donc, le marketing digital, pour nous, est très important. On grandit, on gagne à peu près 150 à 200 nouveaux clients par an. Ok. Voilà, donc j'ai des très bonnes équipes pour gérer les opérations, pour gérer le recrutement. On a un vivier, on a des gens qui s'occupent uniquement de la satisfaction client, qui passent des coups de fil pour s'assurer que tout va bien. C'est vrai, je l'ai reçu. Tu l'as reçu? Bon, tant mieux. Non, mais c'est vrai, en plus, on a une équipe admin, parce que tout ça, c'est beaucoup de petits ruisseaux. Il faut facturer, nous aussi, il faut qu'on ait des process. Facturer tous les mois, c'est carré, ça tombe. Donc, tu reçois ta facture, tes clients, tes prélevés. S'il y a un numéro de téléphone, si tu as la moindre question. Si la personne est malade, on te la remplace. Ouais. Ça, c'est la chance aussi. Enfin, tout ça, c'est le bénéfice de l'externalisation. C'est vrai que si quelqu'un est plus disponible, tu trouves quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment top. Hein. Et après, c'est ce que tu évoquais à un moment, c'est vrai que tu peux intervenir aussi sur des périodes courtes, plus longues, et je crois que c'est vraiment les gros plus qui sont arrivés après avec le Covid, où la digitalisation, le travail à distance s'est démocratisé. Et ça, c'est vraiment une chance d'avoir maintenant cette possibilité-là. C'est rentré dans les mœurs, et ça, je pense que c'est un gros plus. Ouais. Et puis, tu sais, la législation nous aide finalement, parce que dans le droit français, dans le droit social, tu n'as pas le droit de faire des CDD en dessous, c'est vrai, d'enchaîner, en dessous d'un certain nombre d'heures. Ouais. Et très, très souvent, les entreprises, elles ont besoin de quelqu'un 2-3 demi-journées par semaine, mais elles veulent pouvoir s'arrêter quand elles veulent. Oui, tu ne peux pas prendre un intérimaire forcément. Dans certains métiers aussi, ça c'est... L'intérimaire, tu dois caler le nombre d'heures, tu ne peux pas augmenter, diminuer, comme nous on le fait. Tu ne peux pas t'arrêter avant la période du contrat que tu as défini. Ouais. Donc voilà, moi j'ai bien étudié tout ça, l'alternance, les CDD, l'intérim, qui sont finalement les 3 modalités, encore que l'alternance c'est plutôt des contrats, il faut aller jusqu'au bout, mais les CDD en particulier, ça n'apporte pas la flexibilité dont les chefs d'entreprise ont besoin. Et ne serait-ce que le temps de recrutement aussi, alors ça maintenant, je pense que il y a une partie RH qui est assez développée, je crois, chez 3h18. Ouais. Du coup, tu as des chiffres un petit peu, tu sais, la partie RH versus partie administrative, un petit peu ce que ça représente chez toi? Alors, la partie administrative, c'est quand même 70%. 70%, ouais. De toute, et dedans, il y a vraiment toute la sphère gestion, facturation, recouvrement. C'est vraiment le cœur de métier. Pilotage de la trésor. Et RH, tu y pensais au début ou pas du tout? Et 30%. C'est RH et un petit peu de support commercial aussi. Ouais, okay. RH, je ne pensais pas que ça se développerait au début. Okay. Parce que pour moi, les cabinets de paye prenaient tout le RH des petites entreprises. Or, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être faites localement. Et puis Payfit s'est développé par exemple. Ouais. Donc il y a plein d'entreprises qui veulent gérer elles-mêmes l'édition de leur bulletin de paye, la récolte des éléments variables. Donc là, encore une fois, j'avais encore une DRH hier au téléphone, 60 salariés, une très belle entreprise. Ils veulent le gérer eux-mêmes, mais peut-être par un souci de coût, peut-être alors, aussi. Souci de coût, et puis parce que ils ont plus de réactivité quand ils ont des demandes. Et donc, elle avait besoin d'une assistante paye RH, une demi-journée par semaine. Vois, moi, je ne pensais pas que ça pouvait être externalisé ou qu'il y avait des demandes d'externalisation sur ces besoins. Beaucoup sur la paye, les RH, la gestion des formations, tout ce qui est encore très chronophage, la gestion des plans de formation, la gestion des recrutements, même si tu es sur Welcome to the Jungle, etc. Il faut trier les CV, il faut gérer tout le processus, il faut prendre les rendez-vous. Ça, c'est... Donc
tu as quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi. Même si tu utilises des job boards, tu es tranquille. La personne, elle travaille un certain nombre d'heures par semaine. Tu dors sur tes deux oreilles. Tu as tes plans de recrutement qui sont tenus. Quoi. Voilà. Non, mais je le vois très bien. Je le visualise. C'est assez incroyable. C'est vraiment très intéressant. Et du coup, alors, selon les besoins, là, vous allez mettre un workflow. Tu as réussi à automatiser pas mal de choses. Vous avez remarqué qu'en fait, sur une grande typologie de clients, il y a des process à mettre en place, des choses. Et en fait, quand vous arrivez, il y a tout un tas d'outils, de processus qui sont déclenchés. Exactement. Alors, au début, je pensais que ça allait être très, très précis. Très générique, en fait. Au début, je pensais je pourrais même développer un logiciel, un workflow que nous, on revendrait, en fait. C'était même mon idée de début, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'automatisation de process. Et donc, je me suis dit, on va trouver un workflow, et avec l'IA en plus, on va trouver des workflows un peu génériques. Bon, on s'est rendu compte que c'était quand même très spécifique à chaque fois. Donc, ce qu'on fait, c'est que avant de parler digitalisation, on va déjà, nous, mettre au carré les process. C'est les process 3h18 peut-être qu'ils sont automatisés. Voilà, on amène pas les process pour les clients. Voilà, on amène des process, c'est-à-dire des méthodes, des façons de faire. Et ensuite, on va travailler avec nos partenaires. Et donc là, on a développé tout un écosystème de partenaires avec des logiciels gratuits ou des logiciels payants. Et ensuite, on va proposer aux clients ce qui nous semble être le meilleur choix. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est au début, tu n'y avais peut-être pas pensé, ça, ou tu ne proposais pas, Je n'avais pas pensé, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de très, très, très bons logiciels, pas chers. Et souvent, le chef d'entreprise, pareil, rien que de se dire, oh là là, il va falloir que je fasse un appel d'offres, que je fasse un choix entre Penny Lane, Regate et moi j'ai le côté geek, donc je me pose pas ce genre de questions. Oui, alors il y en a qui aiment ça, mais il y en a et ça les gave. Vraiment, ils détestent ça. Déjà les mails, c'est une souffrance. Alors j'imagine même pas passer sur choisir les outils donc digitaux. Nous, on prend pas part à la décision. C'est-à-dire qu'on les aide à choisir. Mais on les aide encore une fois. Vous les avez testés, j'imagine que c'est des outils que déjà vous aimez utiliser, parce que vous n'avez pas proposé un outil. C'est ceux sur lesquels nos intervenants bossent, et donc ils les aiment. Donc quand on a Penny Lane, Regate, Libéo et AEPSAT, même si les besoins sont parfois un petit peu différents, on sait que c'est solide, il y a un service client qui répond. Ça c'est génial, et ça c'est quelque chose qui arrive en fait clé en main, parce qu'il y a des outils, moi je le sais, c'est ne serait-ce que les mettre en service. C'est très long, quoi, en fait. Faut pas se cacher, il y a des services où de tout connecter, de tout paramétrer. En fait, et ça, vous le faites, vous arrivez avec la boîte à outils. Mais tu sais, je discutais avec le patron d'un gros éditeur de logiciels, qui est assez connu dans le monde de la gestion. Il me disait, sur 100 clients, on en a 40, c'est les bons élèves. Ils font tout seuls, c'est les geeks, c'est tous les gars qui font... on a ensuite 30%. Il faut les relancer. Donc là, nos équipes onboarding de l'éditeur en question les appellent. Voilà. Et puis, il reste 30%. Ils ont acheté les licences, ils ont fait la formation initiale, ils ont tout oublié. Ça, si tu pratiques pas, ça c'est et si vraiment, tu pratiques pas, et donc c'est un vrai risque pour l'éditeur qui a ses licences. Les gens sont qui déçus, dorment. Mais alors en fait, les gens n'utilisent pas ou mais qu'est-ce qu'ils retiennent ? Ils retiennent qu'ils payent une licence, ils n'en ont pas les bénéfices, et ça les saoule de se reformer, etc. Donc nous, on va déjà s'intéresser à ces 30%-là. Et on y va. On connaît les logiciels, on leur dit, on va s'en occuper, on va vous scanner les documents, on va vous saisir les données, on va faire les rapprochements, on va vous rentrer tout ce qui doit être rentré, on va vous faire vos rapprochements. Génial, et voilà. Et du coup, ta licence, au moins, elle sert à quelque chose. D'accord. Ça, c'est vraiment top. Et du coup, là, vous avez une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'outils dans tous les domaines que vous proposez. On a à peu près une dizaine d'outils dans chaque domaine. Gestion, RH, paye, CRM, rapprochement bancaire et achat. Voilà. Donc en fonction des sujets, nous on ne prend pas part, parce que tous les logiciels qu'on a référencés sont bons pour nous. Mais on aide à choisir. Aussi, s'il y a des petites méthodes, s'il y a des logiciels métiers, vous savez, j'imagine, être assez agile et vous adapter. Exactement. Là, typiquement, en ce moment, on s'intéresse beaucoup aux architectes et aux bureaux d'études. On a un très bon éditeur qui a très souvent des clients qui ont acheté le logiciel, mais qui ont besoin de quelqu'un pour les aider et qui ne veulent pas recruter pour autant. Ok. Waouh, j'imagine que
tu dois avoir de belles histoires à raconter. Parce que c'est un peu, moi je te vois comme les ostéos, tu sais, où tu bouges plus l'épaule, tu allais voir le chirurgien, il te dit qu'il doit t'opérer, sinon ton épaule, tu la rebougeras jamais. Ouais. Et tu vas voir l'ostéo, hop, l'ostéo en 2 séances, tu ressors l'épaule, et tu fais des bons. t'es pas opéré, et toi c'est un petit peu pareil, non? Ça doit être très gratifiant, Alors, on a ton métier, parce qu'il doit y avoir des belles histoires, on a j'imagine. beaucoup de témoignages qui sont vraiment super gratifiants. Ah oui, allez sur la page Google Profil de 3h18, je pense que tout le monde sera impressionné, tout le monde sera jaloux du nombre d'étoiles que tu as, c'est incroyable. Écoute, on a vraiment on a beaucoup de chance, c'est qu'on fait quelque chose qui rapidement montre des résultats. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Il y a des métiers Donc, ou des trucs où ça parfois prend où tu du dois temps, attendre. Voilà. mais là vous c'est vrai que c'est immédiat. Ouais. Donc, regarde le plaisir que tu as à déléguer quelque chose, ça. tout d'un coup tu as quelqu'un qui s'en occupe. Qui vient dans ton bureau, voilà. qui tu lui Maintenant, expliques. c'est pas toujours simple. Faut pas croire qu'on est dans le village de oui-oui. Parfois, quand tu délègues, et on le dit souvent, hein, c'est le job de notre responsable des opérations, il faut remonter au client ce qui va pas, etc. Donc on a une obligation, je dirais, de reporting qui est très forte. Ouais. Et quand on ne le fait pas ou quand on le fait mal, le client il a l'impression qu'il ne sait pas trop ce qui se passe, qu'il est en mode boîte noire. Donc je dirais que c'est aussi ce sur quoi nous il faut qu'on travaille, c'est quand tu délègues, il faut que tu aies un feedback. Ouais. Sinon tu as vite un peu des angoisses, comment ça se passe, pourquoi vous avez fait un peu plus d'heures que ce qu'on avait convenu. Ça c'est peut-être quand c'est à distanciel, mais c'est vrai que je pense que quand la personne vient, c'est... En général, tu en parles. Mais c'est quand même une exigence plus importante. Qui dit externalisation, pourtant, tu fais partie des équipes, nos assistants, nos ADV, elles sont dans les équipes, dans les bureaux, etc. Mais tu as une exigence de reporting qui est plus forte. Voilà, et c'est l'intérêt, contrairement aux salariés, entre guillemets, là, tu es prestataire externe, tu dois être irréprochable. Et toi, après, voilà, c'est sur ton développement de ta société. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de recommandations. Puisque moi, quand je t'ai découvert, j'en ai parlé à pas mal de monde. Et les gens que je connais, hein, des gens qui gèrent des agences, qui me disent, voilà, le dimanche, je fais les payes. Le samedi soir, voilà, je dois répondre aux mails, j'ai pas eu le temps de répondre dans la semaine. Donc, Alors on se développe pas mal par recommandation, on se développe beaucoup avec des partenaires, comme les experts comptables, qui nous envoient chez leurs clients. Ça, les experts comptables, ils doivent être friands de vos services, parce que là maintenant, on va dire que j'ai fait mon mea culpa, je suis meilleur en administratif, ou du moins en fait dans les délais, mais c'est vrai que les points en suspens, c'est vrai que souvent quand on n'est pas bien organisé, ça peut vite s'accumuler et ça peut vite devenir un peu ingérable en fin d'année. C'est pas bon pour l'expert comptable, c'est pas bon pour le client, c'est bon pour personne. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça doit être une grosse partie des c'est gens, quand même le reproche numéro 1 qu'on fait aux experts comptables, c'est j'ai pas ma compta en temps et en heure. Donc, alors que souvent, c'est quand même à l'entreprise que je suis d'accord, il faut remonter tout ça. Le reproche numéro 2, c'est il n'est pas joignable. Ça, il y en a qui sont plus joignables et qui sont plus dans une démarche de conseil. On peut rien y faire. Et puis le reproche numéro 3, c'est j'ai pas de tableau de bord de gestion. Alors ça, c'est vrai aussi. Et ça, les outils qui commencent à arriver, si je prends l'exemple de Penny Lane, qui est un de nos partenaires, vous permet quand même d'avoir tous les mois un tableau de bord, ta trésor, tes dépenses. Ça, c'est génial. Ta en 2024, je pense que c'est indispensable d'avoir les bons outils pour piloter l'entreprise, et comme on dit aussi, surtout des outils avec 1 mois de décalage, 2 mois de décalage, mais pas 6 mois, pas 1 an. Bien sûr, non, ça c'est top. Et je me demandais si tu avais des tailles dédiées d'entreprise. C'est des petites structures, des TPE, des PME. Comment... Alors aussi, peut-être que tu avais une cible, peut-être que finalement cette cible-là, elle a changé en cours de route. Raconte-nous un petit peu ça. Au début, j'ai beaucoup ciblé les petites entreprises, moins de 5 salariés. Donc les entrepreneurs solos en fait, qui font l'admin, qui font la gestion, qui font tout seul. On s'est beaucoup développé sur cette cible, et puis petit à petit on a grandi. Je dirais qu'aujourd'hui le gros de notre contingent client, il est entre 5 et 20 salariés. Okay. Donc c'est la taille au-dessus, et beaucoup dans l'informatique, beaucoup dans le conseil, beaucoup chez les avocats, les architectes, les sociétés de conseil. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vendent du temps. Donc tous ceux qui vendent du temps,
tous ceux qui sont en production, même dans le conseil, finalement se disent à un moment donné, c'est peut-être mieux que je trouve des équipes pour faire mon administratif, et que je plutôt que de le faire tout seul. sur le conseil. Voilà. Ça, c'est Et vrai. puis, c'est des entreprises qui ont déjà des équipes admin, gestion, mais qui ont des départs et qui n'ont pas forcément envie de recruter ou qui ont envie d'avoir des gens très compétents tout de suite. Ouais, des ultra spécialistes. Ultra spécialistes. Mm. Voilà, donc on s'est un petit peu adapté sur tous ces besoins. Aujourd'hui, on a 220 personnes sur le terrain. Ok. Donc on a une grosse équipe ouais. à manager, Mm. on l'a fait grandir, mais on essaye de trouver à chaque fois une réponse aux besoins qui est évoqué. Le gros de notre clientèle, c'est vraiment 5 à 20 salariés. Ok. Et, Et dans quand les on vient services. de voir, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, parce que ça veut dire que la société se développe bien, et ça veut dire qu'on a le budget, qu'on a la vision claire de sortir un peu la tête du guidon et de déléguer ses tâches, en fait. Le chef d'entreprise, il se dit quoi? Il se dit, OK, c'est quoi mon coût de revient? Donc, parfois, on l'aide à le calculer, mais c'est quoi mon coût horaire? Le coût horaire du chef d'entreprise. C'est dur à définir. Ouais. C'est dur à définir, mais tu peux quand même arriver à une approximation. S'il a des équipes de vente ou pas, s'il y a des commerciaux. Voilà. Si, Et puis ensuite, tu lui dis, vous avez 3 heures d'administratif, est-ce que vous le faites à votre taux horaire ou vous le faites à 52 € hors taxe de l'heure, qui est on va dire le prix moyen d'une intervention chez 3h18. Très vite, il se rend compte qu'il a plutôt intérêt à le déléguer, en fait. Ouais, j'avoue. Et alors, 3h18, tu parlais de 3 heures. Alors, j'aurais dû poser la question peut-être depuis le début. Pourquoi 3h18 ? Tu t'en souviens quand même? Je m'en souviens, mais je fais semblant de ne pas le savoir. D'accord. Alors, d'après Ipsos, en fait, on est tombé sur une étude d'American Express qui avait confié à Ipsos le soin d'enquêter auprès des chefs d'entreprise et de leur dire combien de temps il leur manque quotidiennement. Ok. Et donc, ils sont arrivés avec ce chiffre, 3h18. Il manque 3h18 par jour. Par jour? Moi, je pensais que c'était par semaine. Non, par jour. Ah, par jour. À cause de l'administratif, de tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et donc, voilà, je me suis dit que ça serait une bonne idée, puisqu'on est là pour faire gagner du temps, d'appeler la société 3h18. Ah, je ne pensais pas que c'était 3h18 par jour. Moi, je ne cracherais pas sur 2 heures de plus par jour. Alors 3h18, ça serait royal. 3h18 par jour, c'est à peu près 16 heures par semaine. Ouais. Donc c'est 3-4 demi-journées, on va dire. Finalement, ouais. Et 3-4 demi-journées, c'est exactement le panier moyen. Ouais. De ce que tu fais. C'est le haut du panier moyen. Donc nous, notre client type, il nous sous-traite, on va dire 2 à 3 demi-journées par semaine, un jour et demi. Et du coup, voilà, il a quelqu'un de bon, un jour et demi, et ça lui fait quand même gagner beaucoup. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Et on va passer un peu aux petites questions geeks. Si tu devais recommander 3 outils, tu lances une société, 3 outils ou 3 choses à faire vraiment indispensables. Moi, je dirais par exemple, avec du recul, j'ai pas fait un fichier d'inventaire au début du matériel. Alors au début, on commence avec un peu de matériel. Il n'y a pas besoin de créer un fichier Excel ou Airtable pour faire ça. Et du coup, alors là, je regrette complètement. Là, j'ai réussi à me remettre à jour. Et au début, je traquais pas assez bien mes ventes sur un fichier Excel. Et comme ça, est-ce que toi, tu as des conseils que tu pourrais donner quand on crée une boîte? Vraiment des choses indispensables à faire? Alors, indépendamment des outils, c'est plus... Indépendamment des outils, finalement, en fait. Outils ou pas outils, mais... Moi, il y a un truc que j'ai fait, même s'il me prend du temps, et au début, je me disais, mais ça sert à rien pour une petite boîte, c'est un budget à 3 ans. Ok. Moi, j'aime bien me dire, ok, si tout se passe, toutes choses égales par ailleurs, si je continue à grandir comme je grandis, si j'ai la même proportion de charges qui se développe au fur et à mesure que j'ai des nouveaux clients, je serai où dans 3 ans? Ok, tu as fait vraiment ton business plan. Et j'ai fait mon business plan. 3 ans, sérieusement. Voilà. Et... Deuxième truc que j'ai fait tout de suite après, c'est que j'ai traduit mon business plan en plan de trésor. Ok. C'est pas la même chose. Oui, ça, j'avoue. Tu te fais payer à 30 jours ou à 60 jours, alors ça, tes fournisseurs, tes machins. Parce que si tu le fais, finalement, tu peux avoir des mauvaises surprises. D'abord parce que ça m'amusait de le faire. Pourtant, des business plans, des plans de trésor, j'en ai vu plein, mais c'était pas ma responsabilité quand j'étais patron de boîte, de plus grosses boîtes. J'avais des gens qui faisaient ça très bien. Le jour où c'est ta boîte, tu regardes ça et tu te dis, ok, si j'investis à tel moment, je vais payer ça à tel moment. Mais ça, t'as raison, c'est une excellente idée parce que c'est le nerf de la guerre, la trésor. Et de pousser en permanence en fait ton résultat du mois en cash
et de projeter ça sur 12 mois. Alors mon BP, je le pousse sur 12 mois. Ouais. C'est génial parce que tu vois vraiment ta position de trésor. Or, qu'est-ce qui compte pour un chef d'entreprise quand il fait ce genre de truc? C'est de regarder à la fin du mois ou à la fin de l'année où est-ce qu'il en sera. Ouais. Qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir comme dividende? Et moi, je ressens qu'en fait, toi, tu as été très exigeant envers toi-même. Et c'est quelque chose. Alors, bien sûr, on est exigeant envers soi-même, mais quand on lance une entreprise, on est un peu à la fleur au fusil, on est focalisé sur quelque chose. Mais c'est vrai qu'être très exigeant comme ça envers soi-même, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie peut-être de faire au début, où on est vraiment focus sur le développement. Et c'est tellement compréhensible. Au début, tu es sur des besoins vitaux, tu vois, c'est comme dans la pyramide. Il faut que tu existes, il faut que tu aies un premier client. Mais on n'est pas aussi exigeant, comme si on devrait se traiter en fait comme un client. Moi, je pense que maintenant, la plus grosse erreur que j'ai fait ou qu'on fait au début, c'est vraiment de se traiter comme un client, en fait. De dire que... c'est vrai que si tu prends les bonnes habitudes, tu prends les bons basiques dès le début... Et je vous interromps un tout petit instant pour vous dire, il y a plein de vidéos à venir et déjà diffusées. Ce contenu est fait pour vous faire découvrir et apprendre des choses que vous pouvez appliquer. Mais si vous souhaitez aller plus vite, ou vous sentez que vous n'arrivez pas à passer un palier dans votre business, ou vous voulez pas le faire vous-même, je vous invite à nous contacter pour profiter de notre expertise et de nos partenaires. Allez, de retour au podcast. Je dirais que c'est pas la garantie que ça va marcher. Parce que qu'est-ce qui fait que ta boîte, elle marche? Il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. C'est que tu vends et que ton produit est bon, quoi, ou ton service est bon. C'est vrai. Donc ça, c'est quand même le plus important. Et en Alors, général, au carré que tu veux, si voilà, si t'as beau avoir des factures dorées sur la tranche. Bon. Et ça, tous les entrepreneurs que je rencontre, tous les chefs d'entreprise, c'est d'excellents vendeurs ou d'excellents délivreurs, tu vois, qui délivrent un service extraordinaire. Donc, Dieu merci, ça c'est au moins garanti. Par contre derrière, souvent c'est un peu, c'est un peu la pagaille. Et c'est dommage parce que nous on voit des entreprises, des sociétés de formation qui vendent, qui font des trucs extraordinaires et l'argent est dehors, quoi. Et parfois ils oublient même de facturer. Tellement c'est compliqué. Donc voilà, il faut cet équilibre quand même. Il y a un gros administratif lié à l'État. C'est vrai que ça doit être assez compliqué. Si l'État te paye, l'État doit être le plus mauvais payeur. Beaucoup. Et puis on voit vraiment, là encore, on avait une très belle entreprise qui, dans le tourisme, ils ont gagné, ils organisent des mariages, ils organisent des événements, etc. Ils ont tellement de clients qui rentrent, ils n'arrivent pas à facturer tout le monde. Tu te rends compte, tu factures même pas parce que tu n'as pas le temps. Ah là, j'avoue, appelez à 3h18 parce que là, ça va beaucoup mieux se passer. et comme ça, après, là, je me dis maintenant que tu as quand même plusieurs années du recul. Comment tu as vu l'évolution, toi, de l'externalisation, de l'administratif? Est-ce que c'est quelque chose où tu penses qu'il va encore plus se développer? Ça va, on va dire, un peu rentrer dans la mœurs d'avoir une sorte d'assistant virtuel ou physique ou voilà, une société comme la tienne où on se dit au début hop ça je le délègue et je me focus. Comment tu vois l'évolution toi sur Je pense que le marché va se structurer avec des entreprises comme 3h18 et comme d'autres. Ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'elles vont apporter ces sociétés? Elles vont apporter une crédibilité, elles vont apporter une sécurité au chef d'entreprise qui ne veut pas directement contracter avec une personne. Parce que la personne si, par exemple, elle fait des erreurs, elle n'est pas couverte, elle n'a pas forcément une RC Pro, tu vois, elle n'a pas signé un engagement de confidentialité, c'est une personne. Bon. Et donc, il va y avoir de plus en plus un marché qui va se scinder entre je travaille directement avec des freelances, il y en a plein. C'est des gens qui vont sur Malte, par exemple. Ah oui, mais alors, et puis des gens qui vont vers des entreprises comme la nôtre, qui prenons la responsabilité du service, qui mettons des garanties. Par exemple, la personne est malade, elle est accidentée ou elle ne convient plus, on la remplace. Ça, c'est vrai que je pense que c'est... moi, alors c'est mon avis personnel, mais d'avoir une société comme ça qui gère et qui est garante, c'est mieux parce que Malte, alors ça doit être très pratique, mais tu te retrouves encore à faire toi-même la gestion. Bah oui. Du coup. Donc, du coup, tu prends le risque. Voilà, tu prends le risque, et alors c'est toi qui dois parler au profil, c'est toi qui dois les checker, c'est toi qui dois les payer. Et du coup, en fait, alors tu vas te dégager un peu de temps, mais là, si tu as envie de gagner du temps, je pense que c'est des besoins différents. Moi-même, j'utilise Malte sur certains types de besoins. Je pense qu'il y aura, pour répondre à ta question, le marché va se structurer. Il va y avoir les indépendants et puis il va y avoir les intermédiaires comme 3h18 qui vont apporter des garanties, des services, de la valeur ajoutée. Ensuite, ça va devenir très fréquent.
et ça va devenir même habituel pour une entreprise de faire appel à des prestations externalisées, parce que le recrutement va être de plus en plus difficile. Les jeunes générations, elles aspirent à plus de flexibilité. Elles ne veulent pas travailler 5 jours par semaine. Elles veulent travailler de plus en plus de chez elles. Donc cette flexibilité, soit tu la trouves chez les salariés, difficile, pour les petites entreprises qui n'ont pas non plus, qui n'ont pas des bureaux extraordinaires, qui n'ont pas des projets de développement extraordinaires. Donc comment tu attires ces jeunes-là? Donc nous, on a trouvé une façon de les attirer, de les faire rentrer dans ces petites entreprises, c'est en leur disant, écoutez, montez votre boîte, nous on va vous trouver des clients proches de chez vous, vous allez pouvoir travailler le nombre d'heures, le nombre de jours que vous voulez, vous serez payé, vous serez formé, vous serez coaché, on va s'occuper de vous. Génial, ouais. Et du coup, les bons, on les attire comme ça et on les fait rentrer dans les PME en France. Ok, c'est comme ça que tu as fait vraiment le maillage en fait. Voilà. C'est ce que tu garantis aux gens qui travaillent chez 3h18. Exactement. Ok, ça c'est hyper intéressant. Donc tu as la formation, ils sont payés à la fin du mois, même si le client est en retard. Le même jour, tous. De payer, même si le client ne nous paye pas, c'est nous qui prenons le risque. Okay. Et ça, dans le monde des indépendants, c'est très fréquent. Le nombre d'indépendants qui se font tordre le bras, qui ont du mal à se faire payer. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est plus difficile. D'où le plan de trésor qui était important à faire. D'où le plan de trésor. Parce que là, ça devait être sacrément quelque chose. Et est-ce que, pour finir, on va parler un petit peu d'IA. Comment tu vois ça? Tu vois ça comme un ennemi? Tu vois ça comme un allié? Comment tu vois un petit peu l'IA maintenant qu'on a un petit peu de recul? L'IA, ça existe depuis longtemps, mais les outils réels, ça fait pas si longtemps que ça existe. Et du coup, comment tu le vois ça chez 3h18? Alors, moi, je vois ça comme une opportunité pour les clients, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être impactées par l'IA, qui arrivent très vite dans le monde des entreprises. Il y avait déjà les OCR, donc la reconnaissance optique. Il va y avoir de plus en plus d'aide à la décision. Il va y avoir beaucoup de choses grâce à l'analyse sémantique que les algorithmes vont être capables de faire, qui vont aider les acheteurs, aider les directeurs financiers, etc. Donc on va suivre cette évolution. Je pense que ça va tuer un peu du papier. Donc nous, ça va nous enlever quelque part un petit peu de business. Mais du coup, nous, on va travailler et on va continuer à former dans l'Académie 3h18, qui est notre endroit où on perfectionne nos intervenants. On va continuer à perfectionner en fait les intervenants sur ces nouveaux logiciels. Je pense que ça va prendre du temps. On en parle beaucoup là en ce moment, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et évidemment, comme toutes les transitions, il va falloir vivre à la fois avec les outils du futur, et puis il y aura encore des clients qui seront avec la boîte à chaussures. Bien sûr, et donc tu seras là pour les accompagner. Nous, on adore les transitions de toute façon, parce qu'on sera là pour accompagner tout le monde. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est la bonne optique de se dire que y a des nouveaux challenges, il faut les relever, et il n'y a rien qui disparaît, tout se transforme. Et c'est vrai que c'est le bon mot de la fin, et je ne peux recommander vivement aux gens qui ont des difficultés à gérer leur administratif, sympa, qui se développent. Non, c'est vrai, parce que je l'ai testé, je l'ai expérimenté, et du coup, on fera peut-être un autre épisode sur l'entrepreneuriat, parce que tu as un très beau développement, et tu as créé un petit peu, on va dire, pas une machine de guerre, mais tu as créé tout un tas de process qui fait que tu en es là aujourd'hui. Et je pense que, comme j'ai dit aux gens, il suffit d'aller regarder les reviews sur Google, c'est assez incroyable, ça parle pour toi, et du coup un grand merci, et j'espère que tu aideras encore beaucoup d'entreprises, et que tu auras encore plein de belles histoires à raconter, parce que c'est un métier, je trouve, qui est dur, mais qui est très gratifiant, en fait, ce que tu fais. C'est tout à fait exact, c'est gratifiant, on aide les chefs d'entreprise, et on fait quelque chose qui est assez... on va dire assez simple d'une certaine manière, mais on essaye, il faut le faire, on le fait bien, on le fait, c'est un métier de service, un métier d'humain. Oui, ça c'est vrai, c'est important. Donc on est dans la relation d'aide, on est vraiment dans la relation d'aide. Et puis on est de plus en plus aussi dans la sphère perso-pro, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des sujets perso-pro à nous confier. C'est-à-dire que l'admin, c'est pas que l'admin de l'entreprise, c'est parfois aussi des sujets qui concernent son couple, son foyer, ses projets personnels, ses déplacements, sa vie privée, etc. Et on a de plus en plus d'office managers qui navigue entre les deux, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui se développe. Ok, génial, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Marc. Merci Clément pour l'invitation.
Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker et à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Et bien sûr, abonnez-vous, il y a d'autres épisodes qui pourraient être super intéressants pour vous. Et si sur la plateforme où vous êtes actuellement, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça nous aiderait beaucoup. Si vous souhaitez produire du contenu, être accompagné par des professionnels pour asseoir votre influence et votre autorité dans votre domaine, pour attirer plus de marques et de personnes intéressées par votre expertise, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous accompagner et de construire votre image avec vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire directement ou à utiliser les commentaires dans YouTube. On lit tout ce que vous écrivez, donc si vous avez des suggestions sur des sujets à traiter ou des invités, on sera ravis de les étudier.